Mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir monsieur Xavier Popelier et monsieur Michel Bouzard. Mesdames et messieurs, je vous ai emmené aux origines du CSP. Nous sommes partis de Saint-Aurélien, nous sommes allés ensuite à l'église Saint-Pierre, nous arrivons de la salle des Sœurs de la Rivière où Richard Millet nous a expliqué vraiment l'épopée du CSP dans cette salle. Alors Xavier Popelier, expliquez-nous un petit peu comment vous êtes arrivé à prendre ce club et qu'est-ce qui vous a motivé? Vous êtes un ancien basketteur, je crois. Oui, alors d'abord, si vous voulez, mes origines, c'était quand même, j'habitais le centre de Limoges, donc j'étais attaché un petit peu à la paroisse Saint-Pierre. Moi, je suis né rue Haute-Vienne, alors vous voyez, en plein centre de la ville. Alors j'ai pratiqué d'abord, je dois dire, j'ai pratiqué l'athlétisme, mais à la SPTT. Je connais celui-ci, il est plus fort. Ah bon, bon. Alors j'ai pratiqué d'abord l'athlétisme à la SPTT, et puis j'avais pas mal d'amis qui étaient à la SPTT qui jouent au basket, et ils m'ont entraîné. Après, j'ai viré ma cutie, je suis devenu maintenant un basketteur. Alors sans atteindre les Ostrovski ou les Dacoury quand même. Hein. Donc plus modestement, j'ai pratiqué donc le basket au Cercle Saint-Pierre, et puis arrivé au bout d'un certain nombre d'années, quand j'ai arrêté, le club, le Cercle Saint-Pierre, a un petit peu, pas disparu, mais disons, on en parlait beaucoup moins. J'ai passé quelques années avec mon ami Biojou, qui a pratiqué le basket avec moi, et puis au bout de quelques années, on voyait quand même ce club qui végétait. Alors on s'est dit, voilà, est-ce qu'on fait quelque chose pour Limoges? Parce que ce qu'il faut comprendre, ce qu'on a voulu, nous, parce que quand on avait à ce moment-là une trentaine d'années, on se rendait compte, quoi, que Limoges, l'image de Limoges, on ne peut pas dire, n'était pas réellement porteuse à l'époque. Alors, à ce moment-là, il faut savoir que le CHR est devenu le CHU. C'est-à-dire que d'un seul coup, il y avait beaucoup d'arrivées d'étudiants dans tous les métiers de la santé. Et puis en même temps, vous savez, les facultés se sont développées énormément à cette époque-là aussi. Donc il y avait énormément de jeunes qui sont arrivés sur Limoges. Alors avec mon ami Yojo, on s'est dit quand même, qu'est-ce qu'ils vont faire tous ces jeunes à Limoges, arrivés, il n'y a pas beaucoup d'animation. Voilà un petit peu l'idée de départ. Alors on s'est dit, bon, ben on va se lancer. Alors inutile de vous dire que quand on s'est lancé, on a débuté modestement, puisqu'on a démarré, vous le savez, vous le faisiez allusion tout à l'heure, d'abord aux coutures. D'abord aux coutures. C'était voilà, parce que pour vous raconter l'histoire, il faut savoir que la paroisse Saint-Pierre, dont on dépendait, avait une chapelle à l'époque, une chapelle impasse des Trois Châtains. Et ils avaient donc, si vous voulez, une antenne dans le milieu des coutures. Ce qui fait que tout de suite, nos jeunes, on a recruté dans ce milieu. Et on a recruté dans ce milieu cheminot. Ce qui fait que, si vous voulez, nous, dépendant d'une paroisse, il faut le dire, un peu bourgeoise, à Saint-Pierre à l'époque, on s'est retrouvés avec des éléments beaucoup plus de populaires. Ce qui fait qu'on a, au départ, l'image qu'on a donnée du Limoges, que vous voyez, tous nos supporters maintenant sont de tous les horizons, parce qu'au départ, on a ouvert nos portes un peu à tout le monde et à tous les quartiers. Par la suite, même, pour aller plus loin, on a recruté des jeunes basketteurs aussi dans un coin où, au départ, le Cercle Saint-Pierre n'avait pas une grande image, c'était au milieu de chez les Panticots. Et moi j'ai eu des amis là-bas, de chez les Panticots, qui sont venus, c'était à l'époque les enfants de la Vienne et les jeunesses coopératives, et ils ont trouvé très sympa ce qu'on organisait. Et vous voyez, petit à petit, on s'est organisé, c'est-à-dire qu'on a ouvert notre club à toute la population limousine. Pour aller plus loin, il y avait à l'époque des équipes corpo, ce qu'on appelait, c'est-à-dire qui dépendaient des entreprises, et notamment l'EDF. Et l'EDF avait un terrain de jeu, lui aussi, sur les bords de la Vienne. Et on a retrouvé également beaucoup de jeunes qui sont venus nous rejoindre, ce qui fait que, si vous voulez, on a ouvert un éventail, et c'est ce qui fait que, dès le départ, notre public était ouvert à tous. C'est-à-dire qu'on ne demandait aucune carte politique ou autre. On était, quand on rentrait chez nous, comme on dit, on laissait tout, nos idées à la porte, et on était tous pour se battre pour le CSP. Je crois que c'est ça l'idée. Vous dites des bêtises. Bon, lui, s'il continue, je vais lui faire reprendre l'entraînement. Tout est vrai. Voilà un petit peu, si vous voulez. Et alors comment ça se passait? Les entraîneurs, c'était qui? C'était vous alors? Non, c'est-à-dire que à ma fin de carrière de joueur, j'ai fait un petit peu l'entraîneur, j'ai fait un petit peu le dirigeant, bien sûr, de ce patronat. Mais ça, on remonte mes années où j'avais une vingtaine d'années. Tandis que là, je prenais tout de suite, pour parler du développement du CSP,
j'avais à ce moment-là 35 ans quand on s'est décidé à faire ce grand club. Alors bien entendu, je vous ai donné les raisons pour lesquelles on a lancé ce club. Et bien sûr, j'ai inutile de vous dire qu'on ne pensait pas arriver au stade où nous sommes après avoir été champion d'Europe. Bien sûr, on a démarré modestement, mais on est passé, je n'ai pas fait, vous avez fait allusion, à la salle municipale d'abord. C'est-à-dire que la salle municipale, si vous voulez, était le lieu où après on a commencé à démarrer, disons, dans 3e et 4e division. Et puis, il faut dire que, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont connu à l'époque, mais on se battait pour entrer dans cette salle parce qu'on avait un succès énorme. C'est ce que nous a expliqué Richard tout à l'heure. Parce que Je vous ai pas raconté de bêtises, hein. Non. Bon, alors, totalement, tiens, je pense, tu vois, en te regardant, je pense à ta sœur qui était chef des chorales, un petit peu des supportrices du CSP à l'époque. C'était une affaire de famille, quoi. Alors, si vous voulez, là, on a connu un engouement extraordinaire. Et les gens, je dois le dire, on a eu peur à un moment des accidents qui pouvaient arriver, parce que je me rappellerai toujours, celui qui tenait le micro à l'époque, Et ben voilà, voilà, il est là. quelques minutes avant le match, disait « Prenez les enfants sur les genoux, faites de la place, laissez les gens rentrer. Je leur ai tout dit, ça. » Alors il me coupe l'herbe sous le pied. Non, pas du tout. Parce que Monsieur Popelier, il y a un truc aussi, et c'est pour ça que Michel est là. Vous avez été un des premiers à américaniser un petit peu le basket en France, et Michel était l'un des premiers speakers. Alors comment ça s'est passé? Parce que je crois qu'il y avait une histoire de cours de français chez vous. Oui, moi j'ai Michel Alors Bouza, bien sûr. expliquez. Je l'ai connu il y a fort longtemps. Oui, parce qu'on a pris de l'âge tous les deux. Et il s'occupait d'un de mes fils qui avait besoin de cours de français. Et alors il venait au-dessus d'un de nos magasins, puisque on avait plusieurs magasins, et notamment un rue Haute-Vienne. Et nous, on était ouverts un peu toute la journée. Alors ce qui fait que quand il avait un moment, eh bien, il venait épauler Bruno, mon fils, pour lui faire des programmes français. Alors, je vous présente Michel Brusac, qui est directeur du théâtre de la Passerelle, qui est bien sûr qui participe régulièrement au Festival d'Avignon, qui est un amateur de sport, mais au départ, je crois que Michel, tu étais amateur de rugby. Ouais, j'étais amateur de rugby, ouais. Mais c'est vrai, j'ai rencontré Bruno à la Lénière Limousine. Parce que j'ai rencontré Xavier à la Lénière Limousine parce que je faisais travailler son fils Bruno. C'est comme ça qu'il y a eu la rencontre. Et après, on m'a demandé si je voulais bien animer. Je me sentais complètement incapable de prendre cette responsabilité. Et peut-être qu'il y a des gens qui étaient là le jour où ce con de Séillant a dit on a été battu par un clown. Je ne sais pas si quelqu'un était là. Vous n'étiez pas là ce jour-là. Séance, c'est Pau. C'est le président de Portel. Je pense que tout le monde connaît. Donc, qu'est-ce que j'avais fait? Je me suis maquillé, j'ai pris un haut de forme, j'ai mis une redingote et je suis allé au milieu pour encourager cette équipe et jouer avec vous, avec tous les supporters. Et ça s'est vraiment très, très, très bien passé. Ça s'est tellement bien passé qu'on a dit ce con, on va aller l'envoyer plus loin parce qu'il faut un merdier pas possible. Donc, ils m'ont viré dans les tribunes. Mais en plus, très objectivement, j'encourageais en toute sportivité. Mais il se trouve que j'ai fait du basket, j'ai fait du rugby, j'ai fait beaucoup de sport. Puis j'avais la chance à cette époque-là, il y avait quand même une équipe extraordinaire. Quand il y avait des gens comme Forte, il y avait Dacoury, il y avait Mbaya, il y avait Verov, il y avait Richard, il y avait Young, il y avait Apollo, il y avait... non, il y avait un Mike, Murphy, Ed. Donc j'ai rencontré des gens extraordinaires et puis des gens qui étaient vachement sympas. On se disait, il y avait une relation. Et ça a été même plus loin, puisque M. Biojou et M. Popelier nous ont demandé, tu dois t'en souvenir, d'organiser la cérémonie d'ouverture des championnats d'Europe. Et c'est ma femme Dolores, qui est danseuse, qui était professeure au conservatoire, qui a organisé une très très belle manifestation. Et tous les enfants répétaient rue des Sœurs de la Rivière tous les mercredis. Mais c'est une manifestation qui a eu beaucoup d'allure. C'était vraiment bien. Et moi, dans ma vie, ça a été un moment important. Je trouvais ça difficile. Après, même ma femme a été mascotte. À l'époque, c'était une tête très très lourde parce qu'elle mourait de chaud sous cette tête, je me souviens. C'était galère. Mais il y avait une ambiance, une atmosphère tout à fait formidable. Et j'avais essayé de donner une dimension artistique à ce truc-là.
mais ils m'ont viré très très vite quand même. Mais ce que vous devez savoir, et ce que je trouve très très sympa, c'est le titre de l'équipe. Seillan était fou furieux parce qu'ils avaient perdu. J'ai jamais aimé ce monsieur. Il n'est pas le seul. Et il a dit une connerie parce qu'il a dit on a été battu par un clown. C'est un sacré compliment parce que les clowns c'est très important quand même dans la vie des clowns. Hein? T'avais pas joué? Non, j'avais pas joué. Non. Et alors, donc, Michel arrive, la bandette Bessine aussi, qui devait être là ce soir, mais malheureusement. bien sûr. Alors, comment ça s'est passé? Parce que vous aviez le droit de faire ça, la fédération ne disait rien? Non, si vous voulez, il faut dire qu'à cette époque-là, j'avais mon fils, alors pas Bruno, mais Pascal, qui était l'aîné, qui avait, après ses études en France, était parti aux États-Unis pour continuer ses études. Et alors là, il voyait ce qui se passait, il faut le dire, dans la NBA, voir un petit peu les animations, parce que là-bas, c'est un vrai spectacle, c'est-à-dire les gens viennent, vous savez, ils mangent, ils boivent, ils regardent le match, et voilà. Et alors, donc, ça m'avait donné des idées et m'avait expliqué comment ils s'y prenaient. Et c'est là que nous avons commencé, et surtout, l'idée que j'ai eue ici à Limoges, c'est, au lieu de faire des animations, si vous voulez, comme Michel Brusa vient de vous le dire, disons des activités artistiques, je me suis orienté vers des sportifs de Limoges qui pratiquaient des sports qui n'étaient peu connus et qui n'attiraient pas la grande foule. Alors ça leur permettrait, si vous voulez, à la mi-temps, de faire connaître. Je me rappelle, j'avais fait venir des boxeurs qui faisaient une démonstration, des lutteurs, des catcheurs, enfin j'en pourrais citer énormément de sports, vous le savez, qui peut-être se sont développés depuis, mais qui à l'époque n'attiraient pas la foule. Alors ils étaient très heureux de pouvoir si vous voulez, pendant le quart d'heure de mi-temps, de pouvoir pratiquer et montrer aux spectateurs qui étaient là en quoi consistaient leurs activités sportives. Voilà un petit peu les raisons qui nous emmenaient. Mais à ce moment-là, il a paru dans les journaux, et je me rappelle notamment dans l'équipe, qu'on avait été critiqué en disant justement, et je me tourne vers Michel Brusa, notamment quand il faisait, excusez-moi du terme, mais qu'il faisait le clown, mais ils ont critiqué en disant, bon là, à Limoges, maintenant c'est du folklore ou c'est du spectacle, tout ce qu'on veut. Et puis, je dois vous dire que 6 mois après, tous les autres clubs nous avaient imités. Oui, c'est ça, vous avez mis la mode au pays. Mais alors, est-ce que c'est de Limoges, de suite à l'événement de Michel, qu'on a un peu réglementé le métier de speaker? Ah ben, c'est-à-dire que si vous voulez, bien sûr, Michel Brusa, comme c'était pas compartimenté à ce moment-là son activité, bon, c'est permis peut-être des choses qu'on n'accepterait peut-être plus maintenant. Et donc, si vous voulez, mais on lui laissait la liberté totale d'animer comme il l'entendait, et il l'entendait bien d'ailleurs, puisqu'il vous l'a dit, il nous faisait gagner des matchs. C'était les joueurs qui gagnaient les matchs. Ça correspond à ce que je disais tout à l'heure. Exact, oui. Certes, c'était les joueurs, mais le public a une part extrêmement importante dans la réussite du club. Oui. Et Michel, tu as connu l'époque la Rivière aussi, tu jouais en tant enfin je veux dire, tu étais speaker à la Rivière? Non, pas du tout, ça partait d'ici. Non, jamais, rue des Sols de la Rivière, jamais. Mais ce que dit Richard est vraiment très important, c'est l'importance du public. Quand on voit par exemple les Japonais, quand ils ont, avec tout un peuple derrière, ils sont bien moins forts, mais il y a quelque chose qui les porte. Et je pense que Richard qui était sur le parquet, ils ont gagné des matchs qu'ils n'auraient pas gagnés si vous n'aviez pas été là. C'est vraiment le 6e homme, et ça c'est sûr. Donc ça a une importance considérable. Et moi je crois que je restais dans les limites, je n'allais pas dire de la courtoisie, mais ça foutait un sacré bordel quand même, quoi. Il y avait vraiment il y avait du bruit, hein. Ouais, il y avait du bruit, et les joueurs étaient portés par vraiment, c'était... Et ce public de Limoges, c'est quand même un public qui est resté. C'est là que c'est né. On parle tout le temps de la salle de Limoges quand même. On en parlait tout à l'heure, je disais, moi, 35 ans que j'ai arrêté de jouer au basket, ça fait quand même une paille, et il n'y a pas une semaine où on ne me parle pas de basket, que ça soit à Limoges ou ailleurs. Et la relation avec le public, elle est vraiment très importante, même si elle a évolué dans le sens où tous les gens nous connaissaient, nous parlaient à notre époque, que là maintenant on les approche plus, les joueurs. Non, on les approche plus, c'est un autre monde. Mais le public, eux, ils connaissent les joueurs, ils connaissent les dirigeants, ils connaissent les noms, ils connaissent les dates. C'est incroyable. Ce qu'il vient de dire là, c'est très très important sur la relation amicale qu'on avait avec les joueurs. Parce que d'abord les joueurs étaient très abordables. Les gens comme Young, c'était des gentlemen, c'était des gens incroyables. Richard, tout, Fortin, on pouvait se parler, on discutait. Tandis que maintenant on ne connaît plus personne. C'est un anonymat total. Et on ne connaît parfois même pas le nom des joueurs.
Et au rugby, c'est devenu exactement pareil. Il n'y a plus, puis surtout, Xavier vous a vraiment pas. J'ai bien aimé son historique de quartier, quoi. C'est vraiment parti de quartier, c'est vraiment parti de. Il y avait un côté très populaire, comme ça, très relationnel. Et ça c'est quand même un manque. C'est devenu business, quand même, de plus en plus business, quoi. On le retrouve à tous les niveaux, ça. Le public, lui, il change pas beaucoup en fait. Le public reste toujours là. Les joueurs ont changé, le rapport avec les joueurs ont changé. Le public, il est toujours là. Et, Il demande. et quand je vois les gens qui étaient là il y a 35 ans, ça fait drôle quand même. On vieillit forcément, donc ça fait bizarre. Xavier Popeli, j'ai un souvenir de vous descendant la rue Jean Jaurès dans un cabriolet debout comme un président de la République. C'était la grande époque. Je me suis jamais présenté aux élections. Non, mais vous auriez été élu, je pense. Ah, mais je sais pas, on me l'a proposé à plusieurs reprises. Mais je vais vous raconter une histoire, Oui. une anecdote, si vous voulez. Un jour, j'étais c'était l'époque de Louis Langequeux, bien sûr, que je remonte au départ. Et je vous raconterai pourquoi, avec Louis Langequeux, on a décidé la construction, mais on en viendra tout à l'heure, la construction de ce palais des sports. Mais un jour, j'étais dans son bureau, on était tous les deux, et puis il m'a dit, vous savez, vous avez 100% de la population de Limoges qui vous soutient, mais si vous faites de la politique, ça, vous en aurez plus que 50. Alors, pour vous, quel est le match qui a failli vous faire un infarctus? Ah ben c'était à la salle municipale des sports, c'était contre Asnières. Ouais. On avait gagné, c'était un match couperé, parce que si on gagnait, on montait. On s'est pas, Donc, on s'est pas concerté pourtant, du tout, hein, on s'est pas appelé avant. Et alors, à Asnières, je peux vous dire que les derniers instants où on a joué, vous savez, ça s'est joué à peu de choses. C'est deux points de Métadier, je crois, de Gérard Métadier qui me met à la fin et qui nous permet. Et j'étais à ce moment-là, je ne vous le cache pas, j'étais allongé par terre. Et il y avait à ce moment-là le vice-président qui était le docteur Parnex, qui était médecin à Limoges, et qui était à mes côtés pour essayer de dire mais est-ce qu'il tiendra jusqu'au bout? Ce jour-là, je leur ai expliqué ce match-là. Oui. On en a parlé tout à l'heure parce que dans les anecdotes, je disais que ce match-là, on avait été justement chez le docteur Parnex pour préparer, comme on faisait les collations chez des dirigeants à l'époque, et pas dans les hôtels, c'était beaucoup plus sympa. Et ce match-là, on est arrivés tous en tenue, juste pour l'échauffement, parce que c'était impossible ni d'arriver en voiture, c'était impossible de marcher. Je disais, pour les remises en jeu, on était obligé de se mettre entre les pieds des gens, parce qu'il y en avait absolument partout ce jour-là. Et c'est vrai que ce match-là, ouais, il est resté un peu dans les annales. C'était chaud. Et Michel Bruzin, on est speaker, la première fois, on se dit, ça y est, il faut que j'aille là-dedans. Dans quel état d'esprit on est Premier match, habillé en clown, on fonce là-dedans, on ne sait pas où on va, quoi. Mon état d'esprit, de toute façon, en permanence, c'est que je ne sais jamais si je vais y arriver, puisque ma devise, c'est quand même rater mieux. Donc je flippe, j'y vais, je me suis lancé dans le truc, mais j'avais peur, quoi. Je trouve ça, je trouvais ça gonflé, je trouvais ça difficile. Il y aller au milieu. Hein. Oui, non mais c'est pour ça, je me dis, ça faut quand même avoir des tripes. Et après, je trouve que vous savez, je m'étais mis du maquillage blanc, c'est aussi une protection quand même. J'avais un personnage, je pense que ça m'a aidé, quoi, ça m'a aidé. Mais j'aurais voulu développer quelque chose de plus artistique. Et très vite, ça s'est arrêté là, puisqu'on m'a renvoyé, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Ce que je voudrais vous dire, il y a un joueur qui m'a marqué profondément, moi, dans tous les matchs que je voyais ici, c'était Ed Murphy. J'ai trouvé ce joueur, que vous l'avez vu jouer certainement, j'ai trouvé ce type incroyable, et ce qui me faisait plaisir aussi, c'est qu'il était gros comme ça, et ça me plaît aussi ça, qu'il n'y ait pas besoin de muscu, de machin, et des muscles et tout ça. Ça, je trouve ça formidable. Ce type, il était génial, il était d'une simplicité absolue, et c'était une époque où on a rencontré des très 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 grands joueurs aussi quand même. Et vous, Xavier Popeli, quel est le joueur que vous a le plus marqué? Xavier, pas Ed Murphy le premier jour, hein. Non. Parce que le premier jour, je vous assure, il a failli prendre le train. Ah oui, Faut nous raconter ça, alors. Oui, c'est une anecdote, ça. Je peux vous dire que ça s'est passé, c'était à Buja. On avait amené notre équipe se préparer à Buja. Et donc, c'était Buffière qui l'avait amené. Et je dois vous dire, je reviens à mon fils qui était aux États-Unis, m'avait dit qu'il fréquentait les milieux basket un peu là-bas aussi, et m'avait dit tiens, je vous ai trouvé un très très bon joueur américain et qui va venir. Alors moi j'avais fait confiance à mon fils, j'ai dit bon ben, qui ne t'inquiète pas, on va l'engager pour la saison prochaine. Et puis il se trouve qu'André Buffière, qui avait sa petite idée derrière la tête, a fait un scandale en me disant je refuse de prendre ce fameux joueur, j'en ai un meilleur, c'était Ed Murphy. Bon. Inutile de vous dire qu'on va le voir à Buja avec mon ami Biojou.
on le regarde, il commence à shooter, il n'en mettait pas un. Ah, oui, oui. Alors, il était un peu une démarche à la Charlot, vous savez. Alors, on s'est dit, mais catastrophe, on s'est dit, mais qu'est-ce qui nous sort? Eh bien, je peux vous dire qu'on voulait pas le garder. Un buffière m'a dit, si on le garde pas, je m'en vais. Bon, alors là, bien sûr, le choix était vite fait, et puis on l'a pas regretté, je vous dis. C'est le moins qu'on puisse dire. Sans jouer Happy Birthday to you au CSP, hein? Happy Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, le CSP. Happy birthday to you. Je vous demande d'applaudir Michel Brouzard, Xavier Peupelier, Richard Millet pour leur intervention extraordinaire qui nous a ramené vraiment des frissons dans le dos. On vous écouterait toute la nuit. Hein. Ah, je crois que je pourrais vous raconter toute la nuit. Vous avez des obligations, je crois, non? Non, non, ah, non, ben vous pouvez, alors. C'est pas des obligations, c'est un plaisir de venir avec vous. Ah, bien sûr, madame. Allez-y. Tiens, ça va? Vous parliez des... Vous êtes madame, présentez-vous. Alors moi je me présente, je suis Madame Barbet et j'ai tenu pendant quelques années les animations de mi-temps de basket. D'accord. Voilà. Alors ce que je voulais dire à propos des matchs, et bon, monsieur était loin d'être inclus, je n'ai jamais considéré comme tel, bien au contraire, mais ce qui s'est passé aux animations de mi-temps, c'est que est venu dans le stade un certain nombre d'associations sportives, culturelles, de danse, etc. Et que Limoges a montré ce qu'elle pouvait faire d'autre que du basket pendant ces animations. D'accord, donc la mi-temps permettait de donner une vitrine de la vie culturelle locale. Absolument, absolument. Mon idée, c'est que dans les centres culturels, il se présentait beaucoup de choses avec très peu de spectateurs, alors que dans le stade, il y avait beaucoup de spectateurs. Donc c'était de faire venir un peu de culture de tout ce qui se présentait dans Limoges, dans le stade, est-ce qu'il ne serait pas venu de l'extérieur? Ça c'est important parce qu'en plus comme il y avait la télévision venait pour filmer les matchs et tout ça, ça donnait une vitrine intéressante. Et c'est ce que nous avons essayé de montrer cet après-midi, c'est que le CSP c'est pas ici. Ça s'est passé d'abord la salle Saint-Aurélien, c'est parti des quartiers et c'est ce qu'on a voulu montrer cet après-midi. On n'a pas voulu aller directement au Palais des Sports, ça on l'avait fait au mois de juillet, mais le CSP c'est autre chose, c'est une histoire, c'est l'histoire de Limoges, c'est-à-dire on a un peu de sang débouché, mais on a ainsi du sang vert qui coule en chacun de nous et c'est ce que j'ai essayé de démontrer à toutes ces personnes qui nous ont suivis et qui vont maintenant aller au match. Comme ça ils vont pouvoir suivre la rencontre contre Châlons-Champagne. Voilà. Châlons-Champagne. Pardon, Châlons-Reims. Voilà, excusez-moi. J'ai des lacunes dans ce domaine. J'espère que vous m'en voudrez pas. Mais je vous remercie vraiment du fond du cœur, messieurs, pour vos interventions qui nous ont vraiment. On aimerait vous écouter toute la soirée. Merci. Merci beaucoup. Merci. Vous voulez parler, monsieur Popelier? Monsieur Popelier, vous voulez parler? Ah ben non, Attention, il est bavard, hein, faites gaffe, hein, si vous voulez filer le micro, simplement ce que je peux vous dire avant que vous visitiez ce palais des sports, pourquoi il s'est construit. Je crois que c'est important. Ça c'est important de le dire, tout à fait. Voilà. Et là, 82 nous sommes peu à le savoir, parce que je peux vous dire, j'ai fait allusion à M. Longequeux, qui était le maire de Limoges à l'époque. Il faut savoir que notre maire, à cette époque-là, n'était pas du tout sportif. Il ne s'intéressait à aucun sport, ça ne le passionnait pas du tout. Par contre, c'est un homme de dossier. Il travaillait énormément à la mairie de Limoges. Et un jour, je l'avais réussi à l'amener à 2-3 matchs de basket qui se déroulaient à la salle municipale des sports. Et bien sûr, il s'était rendu compte rapidement que ça devenait dangereux, étant donné que les gens voulaient forcer les portes, voulaient rentrer de toute façon. Pour donner un exemple à l'époque, c'est dans mes magasins qu'on vendait les billets, et moi j'avais eu des alertes à la bombe, mes vendeuses m'avaient dit, mais ils veulent, ceux qui n'ont pas de billets, ils veulent foutre le feu dans le même magasin. Alors, mais ça c'est une anecdote, ça. Et alors il se trouve que nous avons donc été voir M. Longequeux à la mairie. Nous étions 3, il y avait le maire, Jean-Claude Biojot et moi. Et je peux vous dire que là, on a mis le marché en main. On l'a dit, vous êtes venus, vous avez vu ce qui se passait à la salle de rue des Sœurs de la Rivière. On ne peut plus continuer. C'est plus possible parce qu'on prend trop de risques. Et puis, on ne peut plus progresser. C'est plus possible. Et alors, c'est à ce moment-là, je vais vous dire, qu'il s'est tourné vers nous deux. Et il nous a dit, voilà, moi, je veux bien vous construire votre cathédrale. Mais si elle est vide, c'est moi qui vais en subir les conséquences. Parce qu'aux prochaines élections, c'est moi qui vais dérouiller parce qu'on aura dit vous avez construit quelque chose qui ne sert à rien. Alors je dois vous dire qu'on s'est engagé moralement à lui dire mais vous inquiétez pas, on savait très bien que
des gens refusaient du monde en bas à la salle qu'on ne risquait pas grand-chose. Et ça s'est décidé comme ça, simplement parce qu'on a un petit peu forcé la main en disant on ne peut plus continuer, on arrête si on ne fait pas ce palais des sports. Alors bien sûr, il a fallu quelques années pour le construire. Et vous savez qu'au début, il était inquiet parce que c'est vrai qu'on refusait quand même quelques centaines de spectateurs à la salle municipale. Mais là, si vous voulez, de 1500 personnes, on passait à 5 à 6 000. Alors ça, il fallait les trouver, les clients. Alors c'est là qu'on a encore eu des idées d'avant-garde un petit peu, c'est-à-dire qu'on a été voir les comités d'entreprise, notamment de chez Legrand, de Saviem, de l'EDF, j'y ai fait allusion tout à l'heure, qui nous appréciaient, qui faisaient des cars de supporters pour leur personnel et qui nous suivaient sur ces parcours et qui ont dit, avec les comités d'entreprise, on leur a donné quelques billets bien sûr d'invitation et petit à petit, tous ces gens-là sont venus, ont découvert le spectacle. Parce que tout à l'heure on n'a pas cité son nom, mais il y a un joueur exceptionnel qui est venu à Limoges, je ne sais pas si tu en as parlé, de Lionel Moltimore. Voilà, Lionel Moltimore si vous voulez, qui était un joueur sur le plan tout à fait élevé, il n'avait pas tout à fait sa place parce qu'il était bon en tout. Et dans le basket maintenant, vous le savez, à chaque poste, il faut le meilleur. Eh bien lui, il a fait un spectacle extraordinaire, c'est un dribbleur qui nous, vraiment, on peut le dire, quelqu'un qui était vraiment doué pour le basket, qui pouvait même jouer tout seul, il traversait le terrain en dribblant et il passait tout le monde. Et ce garçon a fait connaître le spectacle, alors le côté spectacle du sport, et c'est là que, si vous voulez, grâce à lui, je l'ai retrouvé d'ailleurs quelques années plus tard, puisqu'il est revenu à Limoges, Lionel Moltimore, et mon fils aussi, aux États-Unis, l'avait rencontré, donc on a gardé des relations quand même avec quelques jours. Je dis ça parce que souvent on dit les Américains, ce sont souvent des mercenaires, vous savez, ils viennent, c'est des professionnels. C'est en partie vrai, bien sûr. Il y a des joueurs qui sont venus là, ils venaient pour la paye, et puis un an après, on ne les voyait plus. Mais il y en a quand même quelques-uns qu'on peut citer, que j'ai revus par la suite à différentes occasions et qui se sont quand même manifestés et qui sont revenus, ne serait-ce que 2 jours à Limoges pour passer un moment. Voilà. Vous êtes membre de l'Académie du basket, c'est ça? Ah oui, de l'Académie du basket. Oui, non, mais Pas de c'est ça. l'Académie Non, je française. sais bien. Mais de l'Académie du basket, c'est Oui, ça? oui. Depuis Ben, oui. 2014. Oui, j'ai été élevé à ce grade il y a 3-4 ans. Quoi. Et alors les anciens, vous les revoyez? Il y a des... Vous savez, non, puisque vous touchez du doigt quelque chose auquel je tiens à cœur, c'est que parmi tous ces joueurs qu'on a fait venir, il ne faut pas oublier, au début, quand ils venaient à Limoges, vous voyez ce que je veux dire, hein, il n'y a pas la mer, il n'y a pas la mer, il n'y a pas la montagne. Il y en a même un jour, un Américain, en arrivant à Limoges, il s'appelait, son nom ne revient pas, mais il me dit, mais où c'est qu'on fait du surf ici? Alors je peux vous dire que, et il arrivait un jour de 15 août, je l'attendais à la gare, et quand il m'a sorti ça, et puis qu'il s'est retrouvé à la gare de Bénédictin 15 août, je vous dis tout de suite, il n'y avait pas la foule. Alors, il n'a pas duré longtemps d'ailleurs. 8 jours après, il laissait les clés de sa voiture à l'hôtel où on lui avait réservé, et puis on ne l'a plus revu. Mais enfin, heureusement, il y en a d'autres, et j'y reviens, qui au contraire ont découvert Limoges, et une ville agréable, il faut le dire, et notamment, je peux citer 5-6 noms, et que vous pouvez voir peut-être ce soir ou dans les jours qui viennent, des joueurs français qui ont fait souche ici à Limoges, qui ont débarqué, qui venaient de Lyon, qui venaient de Paris, je prends un exemple d'Agbouri, Ostrovski, c'est tous les gens qui venaient, eux deux. Oui, Bonato, on peut en citer, qui sont toujours à Limoges. Alors, moi j'estime que ça, vous voyez, j'ai gagné un pari là, parce que j'ai fait venir des jeunes qui ne venaient que pour le basket, parce qu'on avait une réputation, en se disant, oh c'est Limoges, et qui venaient, et qui ont fait souche. Et tout ça, peut-être qu'ils seront là ce soir, je ne sais pas qui sera là, mais enfin, et c'est tous les garçons qui ont gardé beaucoup d'attaches dans le Limousin. Et ça, je dis que c'est une réussite par ce club. Merci. Merci beaucoup. Un petit peu de musique. Un petit peu de musique.